Bonjour et bienvenue dans ce troisième atelier qui va nous aider à mieux réaliser du contenu audiovisuel avec téléphone portable. Au programme pour ce troisième atelier, on va examiner l'image un peu plus en profondeur et se poser des questions sur des paramètres techniques, mais surtout sur des paramètres de composition, de comment cadrer une image de façon à montrer ce qu'on a perçu soi-même et ce qui nous a intéressé, et puis comment d'abord ne pas bouger et ensuite comment bouger. Comment prendre en compte des mouvements dans la composition et la captation, avec petits exercices à l'issue de cette présentation. Mais d'abord, image. Je suis sensible à l'image. J'ai eu la chance de traverser la Suisse à deux reprises avec mon épouse et puis de réaliser quelques photos. Et dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup faire de la photo. J'aime beaucoup être capable de dégainer un appareil pour juste prendre la photo au moment où ça se passe. Et c'est peut-être un message important. Filmer avec smartphone, le truc génial, c'est que où que je sois, je peux tout d'un coup filmer une petite capsule pour peut-être l'utiliser un jour, qui sait. Mais je vous propose d'avoir ce réflexe, ce que vous expérimentez dans la vie de tous les jours. Il y a plein d'éléments intéressants et parfois ça vaut la peine juste de dire « Ah, ça y est, je le prends parce que je pourrais peut-être en faire quelque chose ». Cherchez aussi à réaliser des choses de manière originale. Photographier les Alpes, oui, c'est bien, voilà, l'image de la Suisse ou tout comme ça, mais de les photographier avec un premier plan et puis d'offrir comme ça ce qu'on appelle un surcadrage, ça permet de montrer une autre image de la même réalité, ces Alpes. Jouer avec la lumière. Et jouer avec le soleil, montrez-nous des couleurs, montrez-nous du mouvement. Là, on sent le mouvement de l'arbre qui a grandi, le mouvement des branchages d'automne qui sont là. N'ayez pas peur de filmer ou de photographier quand il pleut, ou quand il ne fait pas beau, quand il y a des gros nuages, parce que ça peut être aussi très joli. C'est parfois même plus facile d'obtenir un éclairage équilibré par temps couvert plutôt qu'en plein soleil. Regardez en bas. Parce qu'en bas, il y a plein de trucs intéressants. Il y a quelques jours, j'ai encore vu cet insecte assez gros comme ça, lors d'une promenade, et je trouve intéressant. N'ayez pas peur de regarder en bas, de vous rapprocher des choses, puis regardez en haut. Ça, c'est évidemment tout un message, parce que qu'est-ce que ça nous parle de sérénité, de ciel, et puis ça nous permet de voir des choses aussi différemment. Le choix du cadrage est un choix fondamental qu'il faut parfaitement maîtriser. Alors pour dire je cadre ceci, je choisis de montrer cela, de découper cette partie du réel pour le présenter, de sculpter une partie du réel, comme le disent certains analystes en audiovisuel. Alors, il y a des contraintes techniques, parce que le cadrage, évidemment, dépendra du format que j'utilise. On était en 4/3 en télévision traditionnelle, ça peut exister encore aujourd'hui. La plupart du temps, on est en 16:9, c'est un format plus étiré. Et il faut le remplir, ce format-là. C'est rare qu'une seule personne, ça le fasse. Souvent, il faut mettre 2 personnes ou un personnage plus quelque chose. En 4/3 ou en format carré, comme sur Instagram, on peut cadrer différemment et puis plus isoler une seule personne. Technique du recadrage. Si on filme en 4K avec une très très bonne qualité d'image, il est possible au montage de recadrer l'image et puis de se rapprocher, puis de montrer qu'une partie de l'image sans perdre trop en qualité. C'est possible. Je préconise quand même de faire tout ce qui est notre possible pour, sur le terrain, être à la bonne distance et offrir le bon cadre, avoir le bon niveau au niveau de l'éclairage, des différents paramètres et le bon volume d'enregistrement pour ne pas avoir à retoucher cela au montage, même si on sait qu'il y a des possibilités. Et le fameux surcadrage, comme démontré tout à l'heure, mais qui est une manière intéressante de nous faire participer à l'histoire. Je suis en train d'examiner une piscine depuis derrière un œilleton ou une porte, voilà, et ça raconte quelque chose. Je ne suis pas dedans, je suis derrière. Voilà, des éléments intéressants qui sont là. Cadre et hors cadre, je cadre quelque chose et je ne montre pas ce qui est à côté. Dans un studio TV, le cadre, c'est ce que vous voyez. Puis vous ne voyez pas la magnifique caméra robotisée qui tourne de temps en temps, comme ça. Ce serait le hors cadre. Le champ et le hors champ, c'est quelque chose de différent. Le champ, c'est je regarde une image et puis voilà ce que je me dis qu'il pourrait y avoir à côté.
Quand vous regardez un film, une série TV, on vous montre un personnage marcher dans un couloir, vous imaginez que chaque porte conduit à une pièce, à quelque chose, que l'escalier conduit plus bas, même si on est dans un studio TV puis qu'il n'y a rien en fait derrière les portes. C'est ce qu'on imagine nous-mêmes qui constitue le hors-champ. Et donc, il faut vraiment soigner ce que l'on montre, parce que toujours les gens sont actifs quand ils regardent une vidéo et ils se posent plein de questions. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à côté? Comment l'histoire va se continuer? On va voir maintenant quelques paramètres techniques. Je suis désolé, c'est une partie un petit peu rébarbative, parce qu'on va parler de chiffres, de données, machin, mais c'est vraiment très, très utile. C'est comme dans toute chose dans la vie, il faut parfois commencer par s'approprier les outils, apprendre à dessiner une lettre de l'alphabet pour ensuite être capable d'écrire, apprendre à jouer des notes sur une gamme pour petit à petit pouvoir créer une mélodie et une musique sans plus penser aux notes de base. Mais il a fallu passer par là. Et pour maîtriser l'audiovisuel, il faut absolument s'astreindre à comprendre les principes de base et à se demander qu'est-ce que je peux en faire. Et le jour où j'ai besoin de maîtriser parfaitement tel principe, je sais qu'il existe, je sais comment le retrouver, je sais ensuite quoi faire pour pouvoir maîtriser. Format, support d'enregistrement. Sensibilité. Le dispositif que je vais utiliser, on peut pousser la sensibilité pour avoir plus de lumière sur les capteurs. Diaphragme, comment est-ce qu'on va modifier l'ouverture de l'élément qui laisse passer de la lumière sur les capteurs et quelle incidence ça a sur la zone de mise au point ou de netteté. Vitesse d'obturation. Qu'est-ce qui se passe avec l'outil qui permet de découper la quantité de lumière qui rentre? Et si on utilise une vitesse très rapide ou beaucoup plus lente, quelles sont les incidences? Quel type d'objectif je vais utiliser? Alors, ce smartphone, il n'y a qu'un objectif frontal et un autre à l'arrière. Il y a d'autres smartphones avec plusieurs objectifs. On verra encore une autre solution. Et puis, comment gérer la distance? Paramètre intimement lié à la mise au point. L'éclairage, on a déjà abordé la question avec l'importance de régler la balance des blancs en fonction de la température de la lumière. Les formats d'enregistrement. On est aujourd'hui, la plupart du temps, en Full HD, avec 1920 par 1080, le nombre de points qui amène la précision, la netteté et le contenu de l'image. Et puis, vous voyez que la 4K ou la 8K qui existe déjà et qui est déjà utilisée permet d'avoir encore plus d'informations stockées sur les capteurs. Préconisé, si vous arrivez à filmer en 1080, c'est génial, donc en Full HD, mais ça dépend des usages et puis de la transmission. Si vous travaillez pour quelque chose qui ne sera que sur un téléphone, un portable, ou bien que sur une chaîne TV qui travaille en HD, vous pouvez opter pour le HD. C'est en fonction de votre smartphone aussi. La sensibilité, on parle de ASA en photo ou de ISO ou de gain. Voyez juste une illustration de ce qui se passe. Quand vous poussez la sensibilité, ça veut dire que vos capteurs reçoivent de la lumière, mais ils n'arrivent pas à enregistrer assez la séparation des formes, des détails, etc. Donc vous poussez la sensibilité des capteurs. Il n'y a pas plus de lumière. C'est eux qui interprètent différemment l'information qui vient. Le problème, c'est que ça génère du bruit. Vous le voyez sur l'image qui est tout à droite, 3200 ISO. Il y a une sorte de grain, de granulé sur l'image qui vient se rajouter. Donc le conseil de base, ce serait de faire que votre appareil de captation reste avec une sensibilité basse qui vous permet d'avoir le plus de netteté, de piqué dans votre image. Diaphragme plus ou moins fermé, lié à la profondeur de champ et à la focale aussi. Vous voyez ici un tableau magnifique, vous voyez le diaphragme tout fermé à 16, il est tout petit, il est tout fermé, et vous avez une large profondeur de champ, il y a tout qui est net sur votre image. Si au contraire vous avez un diaphragme très ouvert, la profondeur de champ sera réduite, plus limitée, ce qui peut être intéressant pour une personne qu'on cherche à isoler par rapport à l'arrière-plan. Le diaphragme fermé, évidemment, il faudra plus de temps pour que la lumière en bonne quantité impressionne les capteurs, alors que le diaphragme plus ouvert, la lumière arrivera rapidement à impressionner les capteurs. Et on voit déjà qu'il y a tout qui se joue en même temps. En fait, diaphragme lié à la sensibilité, lié à la vitesse d'obturation aussi, qui laisse rentrer plus ou moins longtemps de la lumière. Vous voyez une illustration de l'importance de maîtriser la profondeur de champ. Je trouve cette photo assez géniale parce qu'elle travaille avec l'intersection des tiers en termes de composition, on y reviendra. Désolé pour le petit coup sur le micro, voilà, ça passe de temps en temps, comme quoi
perfection, elle n'est pas de ce monde. Et ici, vous avez ce personnage sur lequel on concentre notre attention parce qu'il est net, il est mis au point, le reste est flouté devant et derrière, et parce que son attitude est différente de celle des autres. Et ça, c'est une chouette photo, forte, parce qu'on ne montre pas beaucoup de choses, mais ce qu'on montre, on le montre drôlement bien. Importance de la profondeur de champ, importance de la vitesse aussi. La vitesse d'obturation que vous utilisez, plus ça va vite, moins il y a de lumière qui peut rentrer, c'est normal, mais plus ça va vite, plus vous avez la possibilité de figer le mouvement pour nous montrer les différents éléments qui composent l'image. Si par exemple vous voulez réaliser un ralenti de très très bonne qualité, vous allez opter pour une vitesse d'obturation la plus rapide possible. Et ensuite vous allez, au moment de la diffusion ou du montage, vous allez ralentir et vous allez arriver à 25 images secondes en télévision avec les personnages, les mouvements qui sont très fluides et très nets à chaque fois. Sinon, vous avez l'autre phénomène, comme si vous prenez une photo en laissant ouvert longtemps au niveau de l'obturation, vous aurez un flou de mouvement pour de l'eau, par exemple. Même chose pour des personnages ou autres. Et allez, je vous montre encore un petit schéma qui peut être très utile pour essayer de maîtriser puis de comprendre comment tout ça fonctionne. Si je veux filmer un personnage en mouvement, je vais essayer de me débrouiller pour que ma vitesse d'obturation soit assez rapide pour qu'il soit bien net, ce personnage-là. Si je veux filmer un personnage en montrant de quel personnage je veux parler en utilisant le flou net, flou devant, personnage net, flou derrière, au niveau de l'ouverture du diaphragme, je vais me débrouiller pour qu'il soit très ouvert. Et comme ça, la profondeur de champ sera moindre. Si je veux assurer la qualité de l'image pour une personne, photographiée ou filmée, je vais avoir une sensibilité la moins élevée possible pour éviter le bruit dans l'image. Et j'aime bien ce schéma parce qu'il montre bien que ces trois paramètres fonctionnent ensemble. Autrement dit, si j'ouvre plus le diaphragme, qu'il y a plus de lumière qui vient, il faudra que mon mouvement d'obturateur soit plus rapide, par exemple. Voilà, on passe maintenant à quelque chose de différent. Vous pouvez revenir là-dessus, faire plein de recherches sur Internet pour affiner. Je vais essayer de vous donner plein de bons conseils plus pratiques par la suite pour réussir vos prises de vue. Un mot sur la focale ou l'objectif, le type d'objectif utilisé. Ce n'est pas anodin de choisir comment on va filmer les différents éléments parce que ça peut être très connoté. L'objectif qui correspond à la vision humaine, qu'on appelle focale normale, nous donne une relation de ce qui se passe comme si on y était. Le téléobjectif nous permet de voir les choses à distance, et ça fait une de ces connotations un petit peu à la paparazzi. On voit les choses, on n'y est pas, mais parce qu'on ne peut pas y être, c'est trop dangereux, ou on n'a pas le droit d'y être. Et puis le grand angle, lui, il nous entraîne au cœur de l'action. Voilà, on veut montrer qu'il y a plein de gens qui passent, qu'il y a du mouvement partout, puis on veut montrer l'ensemble de ce qui se passe, on filme au grand angle. Smartphone, il est souvent en grand angle pour filmer, mais on peut rajouter un téléobjectif. Alors on a à l'université acheté ce téléobjectif 400 mm, c'est juste impressionnant. Donc vous avez un petit dispositif qui vous permet de fixer votre smartphone et sur le smartphone, le téléobjectif devant l'objectif du smartphone. Et regardez en termes de résultats ce que cela donne, c'est vraiment bluffant. Le nounours capté par un smartphone, très difficile de l'isoler par rapport au fond. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des smartphones qui le font eux-mêmes, qui floutent l'arrière-plan en utilisant deux objectifs différents. C'est possible, mais on va faire comme si on n'avait qu'un seul objectif. Sans le téléobjectif 400 mm et avec le téléobjectif 400 mm à droite, vous voyez que le résultat est tout différent, puisque Nounours, tout d'un coup, se trouve isolé par rapport à son arrière-plan. C'est vraiment assez intéressant. Pas besoin d'avoir un objectif 400 mm, on peut faire plein de choses juste avec un smartphone, n'importe lequel, en maîtrisant les différents éléments que l'on voit petit à petit. Profondeur de champ, qu'est-ce qui sera mis au point? Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment fondamental. En principe, si vous avez un personnage que vous filmez, lui doit être mis au point, et non pas le premier plan ni l'arrière-plan. Et c'est vous qui devriez choisir qu'est-ce qui sera mis au point. Le problème avec les systèmes automatiques, c'est que vous ne savez jamais. Vous avez une personne qui est en train de faire quelque chose et vous la filmez à travers des brins d'herbe. Comment savez-vous si la mise au point sera faite sur les brins d'herbe ou sur la personne? Vous me direz, ça se voit. Ben oui, sauf si je suis en plein soleil, à l'extérieur, avec un petit écran de smartphone, je ne le vois pas forcément. Donc il faut savoir comment le maîtriser.
pour pouvoir choisir aussi comment je veux présenter la réalité. 3 photos d'une même réalité. Et ces 3 photos sont toutes différentes. La photo de gauche, tout est net. Diaphragme fermé, mise au point sur les différents éléments, et donc on lit tout en même temps. Il s'agit d'une fête, on est le jour de la Pâque orthodoxe à Moscou, il y a des œufs, il y a des éléments à manger, il y a des personnages que je vois en entier. Photo du milieu, même situation, mais autre chose qui se raconte. Il y a quelque chose qui est en train de se passer avec plein de produits de couleurs différentes. Et il y a des personnages, mais le propos, c'est les produits. Regardez-moi les œufs qui sont là, dans cet environnement avec des choses à manger. Les œufs attirent notre attention parce qu'ils sont nets. 3e photo tout à droite, au contraire, notre attention là est attirée plutôt par les personnages et leur action, avec la main qui se tend, avec des personnages qui discutent les uns avec les autres sans masque, lorsque ça a été réalisé. Donc bien gérer la mise au point, qu'est-ce qui est net. Bien gérer aussi l'exposition. Et si possible, revenir avec des images bien exposées. Donc elles ne sont pas comme la photo de gauche, ni comme la photo de droite. Elles seront au milieu, avec une bonne balance, et on va pour cela maîtriser le temps d'exposition, l'obturateur, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité. Et puis on va en arriver à une présentation de la réalité. Voilà les 2 vaches que vous voyez à droite, et avec une image bien exposée. Lorsqu'elle est sous-exposée, c'est moche parce qu'il n'y a pas assez d'éclairage. Lorsqu'elle est surexposée, c'est moche parce qu'il y a des parties qui sont délavées, qui sont cramées, brûlées. Le feuillage du premier plan, il a trop de lumière. Et donc on perd tous les détails et ça ne se récupère malheureusement pas au montage. Donc pour le son comme pour l'image, il faut vraiment travailler au milieu. Pas un volume trop bas d'enregistrement du son, ni un volume trop haut, saturé. Pour l'image, pareil, il faut une exposition au milieu pour que tout se voit bien, sans qu'il y ait des zones complètement blanches, surtout pas sur des visages, et sans qu'il y ait beaucoup trop de sombre, de noir au niveau de la représentation, parce que là, il n'y a pas assez de lumière, manifestement. Au montage, on peut rehausser ça, mais on va perdre des détails, on va augmenter le bruit de l'image, donc c'est pas top. Je vous montre la possibilité d'utiliser Adobe Premiere Rush pour faire du tournage, en maîtrisant différents paramètres pour avoir des accès manuels au réglage. Voici ce que ça peut donner. Avec Premiere Rush, création de nouveaux projets, on reva sur pellicule, on prend un élément qui était préparé avec une vue en 16:9. Voici mon projet qui peut commencer. Et je veux rajouter non pas une prise de vue enregistrée, mais je veux enregistrer, donc acquérir une nouvelle prise de vue. Alors il se trouve que je suis en basse lumière ici, il n'y a vraiment pas beaucoup d'éclairage. Vous voyez que tout à droite, il y a une position automatique qui va me permettre de filmer directement, ou alors Pro, pour pouvoir gérer de manière professionnelle les différents paramètres. Alors si par exemple je m'approche de ce poisson ici et je dis que j'aimerais que lui soit mis au point et que la mise au point reste sur lui même si je fais filmer des éléments de décor, là j'ai verrouillé la mise au point sur lui et ça reste verrouillé. Je pourrais déverrouiller, ajustement de la mise au point sur les éléments de décor, je verrouille et cette fois-ci le poisson ici reste flou. Tout en bas, vous avez différents éléments. En partant depuis la droite, c'est le format en haute définition avec 1080, c'est 25 images par seconde au niveau de la fréquence. Si je voulais filmer quelque chose pour en faire ensuite un ralenti de qualité, j'augmenterai la fréquence d'image pour pouvoir obtenir un ralenti de bonne qualité. Le plus, c'est le zoom. Alors ça, avec un smartphone, on s'interdit de zoomer parce que voilà ce qui se passe, ça pixelise, on a du bruit dans l'image, donc avec un smartphone, en principe, on zoome avec les pieds, comme on dit, et on s'approche ou on s'éloigne du sujet. La mise au point, je peux aussi ici travailler directement avec le curseur. La balance des blancs me permet d'accéder à un réglage où je vais moi-même dire quelle est la température de la lumière. La correction d'exposition me permet de dire j'aimerais que ce soit un peu plus exposé ou un peu moins globalement. Exposition automatique,
Ou alors, je peux gérer dans les zones sombres, on verra du bruit aussi qui va apparaître à l'image si j'augmente par trop la sensibilité. Le mouvement d'obturation, je peux aussi jouer là-dessus en disant que j'aimerais qu'il y ait plus de lumière qui puisse rentrer et donc que le mouvement d'obturation soit beaucoup plus lent. Le seul problème, c'est que si j'ai des mouvements devant l'appareil, ils vont être floutés. Pour capter un paysage de nuit, ça pourrait être une bonne possibilité pour autant qu'il n'y ait pas de mouvement devant l'appareil. Sur la gauche, deux éléments importants, la grille que je peux choisir d'utiliser pour montrer l'intersection des tiers, les points forts de l'image potentiellement. Si je veux montrer le poisson, je le mets à l'intersection des tiers ainsi. Je peux aussi choisir d'utiliser la lumière générée par le smartphone en cas de besoin pour pouvoir éclairer une scène. Une bonne possibilité pour verrouiller les différents paramètres. Il faut dire que sur le plan du son, c'est moins bon, malheureusement. Adobe Premiere Rush s'est concentré sur l'image, le son sera en automatique à chaque fois. iRig Recorder pour ça est plus performant. Et puis Filmic Pro, ce serait le NEC le plus ultra pour maîtriser tous ces paramètres-là avec en plus d'autres et maîtriser parfaitement l'enregistrement du son. Vous avez vu l'effet du zoom, donc ça j'espère que vous êtes convaincus qu'avec un smartphone, on zoome avec les pieds, on se déplace, on se rapproche et on ne zoome jamais électroniquement puisqu'on sait qu'on perd énormément en qualité. J'aimerais vous proposer un exemple de reportage. On va le visionner ensemble et puis en dire quelques éléments par rapport à ces différents paramètres que l'on a vus. Alors j'ai trouvé cela sur le web, VOA, Organisation internationale d'information multimédia du gouvernement des États-Unis. Toujours bien de savoir la source, en se demandant comment je vais lire les choses et puis recevoir ce qui est présenté en termes d'information. Et ici, nous avons un reportage réalisé au Tchad par rapport à des coupures d'électricité. Je vous propose de visionner ce court reportage et puis d'en parler ensuite. Ce matin, Jimna Nadi n'a pas d'électricité chez lui. Il lui est impossible de rester à l'intérieur ou de travailler en vidéoconférence en cette période de coronavirus. Alors, il se réfugie sous cet arbre. Il arrive des fois où 2 jours, on n'a pas l'électricité, on n'arrive pas à trouver l'électricité, ça arrive. Mais dans d'autres quartiers, je peux dire plus que ça, 2 ou 3 jours, voire une semaine. Dans d'autres quartiers, les gens n'ont pas de courant. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut pas comprendre qu'en 21e siècle, on n'arrive même pas à avoir de l'électricité en 24 heures sur 24. Ça fait très mal. Ça fait très mal et les gens n'osent même pas à fournir d'efforts pour pouvoir améliorer cette situation. Et là, c'est écœurant. Les coupures d'électricité sont fréquentes ces derniers temps à N'Djamena. Certains quartiers de la capitale peinent à avoir de l'énergie des jours de suite. Une situation que ces défenseurs de droits des consommateurs dénoncent tout en appelant à la responsabilité de la Société nationale d'électricité. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à casser le lobby des détournements des citernes qui sortent de Djarmaya pour ravitailler la centrale électrique de la ville de N'Djamena. Maintenant, nous exigeons à la SNE le rétablissement régulier de l'électricité. Et je vous apprends également que nous avons porté plainte au nom des consommateurs. Mais la plainte souffle là au tiroir, à la justice. Alors, tout ce que nous demandons à la SNE, de fournir régulièrement l'électricité à la population. Parce que là où il n'y a pas l'électricité, on ne peut pas parler de développement. La Société nationale d'électricité signale que le réseau est vétuste et la demande est plus forte que la production. En 2019, elle a annoncé l'aménagement du réseau. Pourtant, aujourd'hui, l'accès à l'électricité pour les 14 millions de Tchadiens paraît encore lointain. J'aurais pu poser quelques questions avant de voir le reportage. Le son, qu'est-ce que ça raconte? Comment le son est mixé? À la fin, on entend beaucoup les bruits d'ambiance, on a de la peine à vraiment entendre la voix.
La lumière, comment est-ce qu'elle est gérée? Est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez de lumière? Oui, à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a trop de lumière? Oui, à l'extérieur, lors de l'interview sous l'arbre. Alors c'est bien parce que le visage de la personne, il est bien éclairé, c'est super. Par contre, à l'arrière-plan, il y avait trop de lumière, c'était trop éclairé. Donc ce n'était pas le bon arrière-plan. Il aurait fallu filmer la même personne de la même manière pour son visage, mais de se débrouiller pour que derrière, il y ait l'arbre ou un mur dans l'ombre. Et ça aurait permis d'avoir une image plus équilibrée. Il y a quelques images qu'on a revues très souvent. Donc il y avait au niveau de la diversité des plans, un petit manque, hein, les images de fils électriques en haut d'un pylône, on les a vues 4 fois sauf erreur, c'est peut-être beaucoup. Il manquait un petit peu d'action, hein, montrer la plainte qui a été déposée, montrer comment l'électricité est acheminée, comment elle est produite, d'où elle vient, si c'est possible hein, d'avoir ces images-là. Plan d'illustration avec le monsieur qui avance vers la caméra, pas top, parce que on peut faire des plans d'illustration en demandant aux personnes, faites ce que vous feriez si la caméra n'était pas là. Donc, si on veut se mettre dans un restaurant, un café pour boire quelque chose et puis faire l'interview, pas de souci. Allez dans le restaurant, rentrez dans le restaurant et je vous filme. Mais il ne va pas venir vers la caméra, puisque là, il est en train de dire, la caméra est là et je fais exprès un truc pour la caméra. Donc, ça aurait été préférable de faire autrement. On va passer à une partie, à mon avis, plus intéressante, puisqu'on est loin des paramètres techniques qu'il faut maîtriser pour assurer de pouvoir bien retransmettre les choses, mais cette fois-ci, on va choisir quoi retransmettre. Quels sont les messages plastiques, donc ce qui correspond aux caractéristiques matérielles substantielles de l'image? Qu'est-ce qu'on y voit comme forme, comme couleur, comme élément qu'on a déjà vu quelque part et auquel on va pouvoir attribuer du sens? L'échelle des plans, on l'a déjà vu, hein, fondamentale. Composition, qu'est-ce qu'on va voir sur le plan que je vais proposer, comment ça va dialoguer à l'intérieur même de l'image. Angle de prise de vue, où était la caméra? On a déjà dit hauteur des yeux la plupart du temps pour filmer les personnages, super important. Est-ce qu'il y a dans mon image des formes fondamentales qui se perçoivent? Des ronds, des carrés, des rectangles, des triangles. Qu'en est-il des couleurs? Est-ce qu'on est dans un environnement avec beaucoup de couleurs très saturées? Est-ce qu'on est dans un environnement avec plutôt des couleurs chaudes ou plutôt des couleurs froides? Ça peut raconter quelque chose de manière très différente. Est-ce qu'il y a même un appel au sens du toucher? Hein, on a des éléments qui nous parlent de la texture, hein, avec un éclairage rasant, hein, n'importe quelle structure. C'est comme si on pouvait la toucher, on sent bien les choses. Alors le plus important, me semble-t-il, c'est de parler de composition, parce que c'est là qu'on fait tout rentrer. J'aime beaucoup ces 3 conseils fondamentaux. Si vous voulez faire une bonne image, en vidéo ou en photo, numéro 1, ayez un bon sujet. Voilà. Numéro 2, ayez un bon éclairage. Et numéro 3, ayez une bonne composition. Il me semble qu'on a 3 beaux exemples qui se trouvent là. Avec l'image soleil couchant ou levant, excellente, avec des lignes qui nous donnent une perspective, avec une ligne d'horizon située au tiers. Et puis les 2 autres images où on travaille comme on le fait la plupart du temps, avec le soleil dans le dos. Et ça, c'est une règle de base. Si vous voulez ramener une bonne image, mettez la source de l'éclairage dans votre dos et filmez, captez ce qui se trouve devant, et donc qui est éclairé par la source principale de la lumière. Et j'en ai déjà parlé, mais vous voyez cette image, c'est tout simple quelque part, hein, 2 chaussures, un petit reflet et tout, même un petit peu perfectible parce qu'on a l'horizon qui penche. Néanmoins, elle est forte, cette image, elle est intéressante parce qu'on a osé nous montrer un point de vue différent. Et on a osé se rapprocher de ces chaussures et tout de suite, ça titille mon attention en tout cas par rapport à cette image. J'aime beaucoup ce qui est proposé ici. Quand on raconte quelque chose à quelqu'un, tout ce qu'on va dire va faire partie de l'histoire. Quand on fait une photo, une image, une vidéo, on devrait faire pareil. Qu'est-ce que je veux raconter à travers mon... il y a ça, ça, et puis ça qui est important. Tout le reste, ce n'est pas important. Donc, je me débrouille pour ne pas le montrer. Et puis, je me concentre sur ce qui est important. Il faudrait qu'on puisse résumer avec des mots ce qu'on a voulu montrer dans son image. Parce que, deuxième rectangle, tout ce qui est inclus dans un plan, tout ce qui entre dans sa composition sera interprété d'une manière ou d'une autre. Et ça, on l'oublie trop souvent. Nous, on sait ce qu'on a voulu montrer, mais la personne à qui on montre l'image, elle va voir trop de choses, donc elle ne saura pas ce qu'on a voulu montrer. Il faut épurer, simplifier, élaguer. Qu'est-ce qui attire le plus notre regard lorsque l'on considère globalement une série d'images? Est-ce que ce sont
les végétaux, les œuvres d'art, les animaux, les logos de marque, etc. Alors, tout ça peut être choisi pour attirer notre regard, notamment les logos de marque, hein, ils savent comment faire pour que ça capte notre attention. Néanmoins, la plupart du temps, ce qui attire notre attention sur une image globalement, ce sont les silhouettes, les personnages humains. Ensuite, ce qui est de l'ordre du vivant, les animaux. Ensuite, des mouvements, qu'est-ce qui bouge? Et puis finalement, les éléments statiques. Ça, c'est la règle de base. Ça peut être différent, hein. Imaginez que ma petite bouteille se soit débrouillée pour qu'elle tienne comme ça sur la table. Elle va attirer votre regard. Parce que d'emblée, quand vous lisez l'image globale, il y a un truc. Ah, ça ne correspond pas à ce qu'on voit la plupart du temps. La plupart du temps, la bouteille, elle est posée comme ça. Mais là, si elle est comme ça, il y a quelque chose de bizarre. Et ça attire l'attention. Si je vous montre ça, c'est surtout pour rappeler que si vous filmez quelqu'une ou quelqu'un, ou qu'elle entre dans le champ, que tout d'un coup, elle est là dans l'image, puis elle ressort, tout le monde va vouloir savoir c'est qui cette personne, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi on l'a vue un petit moment, puis qu'on ne l'a plus vue. Donc attention à cela et concentrer notre attention sur les humains et puis les animaux. Voilà, génial d'avoir cela à disposition, puis on préserver aussi pour qu'on en ait le plus possible, encore le plus longtemps possible. Comment positionner les personnages? Eh bien, on va utiliser cette règle, la règle des tiers, basée sur le nombre d'or, qui vient découper un écran, une image, en plusieurs zones, et qui donne 4 points forts dans l'image. Et on essaye de se débrouiller pour suivre ces lignes de force dans ces représentations. Par exemple, ici, sur cette photo, l'horizon placé sur une ligne de force au tiers en bas de l'écran. Et puis, voilà, ça donne un lever de soleil capté de façon intéressante. En 16:9, ça va donner ceci, et on aura ces différents éléments, et on aura voilà, l'animal que l'on va voir très rapidement parce qu'il est sur une ligne de force. Et puis, on va voir ensuite l'autre qui sera à côté un petit peu moins rapidement. C'est un paysage, mais c'est un paysage observé par une personne, et on veut capter l'attention sur la personne. Angle de prise de vue. Attention, parce que le cinéma nous a habitués à des interprétations. Lorsqu'on veut donner à un personnage de l'importance, très souvent dans les films, on filme depuis le bas. Et ça accentue la grandeur d'un personnage, sa maîtrise. Inverse, montrer un personnage plus petit, hein, tout proche du sol, écrasé par les événements, on va se débrouiller pour le filmer ou le photographier en plongée. Donc on voit qu'il y a des incidences et c'est pour ça qu'on va en principe utiliser la hauteur du personnage pour le filmer si on ne veut pas induire quelque chose en plus. Le plan incliné, là encore au cinéma, la plupart du temps, quand vous voyez une image où l'horizon n'est pas droit, c'est comme ça, il se passe quelque chose de bizarre. Hein. Souvent dans des films d'action ou comme ça, on a tout d'un coup un plan décalé, un Dutch ou autre appellation, et ça, plan incliné, et ça va induire quelque chose. J'ai fait cette magnifique photo sur le lac de Neuchâtel. Le problème, c'est que là, le lac de Neuchâtel, il est en train de se déverser d'un côté à cause de ma ligne d'horizon qui n'est pas correcte. Donc la bonne image, c'est évidemment celle-ci, hein, où on a là une ligne d'horizon qui est horizontale, apaisante aussi quelque part, et que l'on peut utiliser. J'aimerais vous proposer d'aller voir sur Internet une excellente réalisation avec des éléments de composition magnifiquement démontrés par un super photographe professionnel. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez aller voir cela. C'est vraiment un petit bijou du genre. Et j'aimerais maintenant vous préparer à votre prochain exercice. Vous allez devoir filmer un personnage en train de faire quelque chose avec 5 plans différents. C'est la règle des 5 shots ou des 5 plans pour faire le tour de quelque chose qui est en train de se passer. Un livre est en train d'être lu. Ce livre est lu par cette personne qui a l'air concentrée sur sa lecture. Cette personne se trouve dans un environnement avec à l'arrière-plan un arbre, un mur, un escalier, un bâtiment. Cette personne est en train de lire un livre avec des images et à propos d'animaux. Et finalement, le plan bonus, une petite surprise, la petite cerise sur le gâteau. On vous offre un plan inhabituel qui serait le 5e plan. C'est la méthode des 5 plans. Elle a fait ses preuves, elle est vraiment excellente dans la mesure où elle nous aide à ne pas filmer un personnage toujours la même chose et à avoir assez de matériel pour, au moment du montage, pouvoir faire des choix en disant comment j'aimerais commencer à présenter le personnage.
J'ai fait l'exercice dans la région avec une des photos que vous avez déjà vues. Puis voilà, alors on a des plans qui présentent la région, puis on a surtout les 5 shots, les 5 plans qui présentent le livre, mais sans qu'on puisse lire. Par-dessus l'épaule, on peut voir qu'il n'y a pas d'image dans ce livre-là. Le plan inhabituel, où j'ai repris la même idée que sur l'exemple. Et puis les 2 plans qui situent ou bien le gros plan du visage, son degré de concentration, ou alors l'environnement avec la personne qui est là. Voilà, très bel outil, je vous recommande chaleureusement d'y penser, puis de varier comment vous présentez un personnage en action à l'aide de cette méthode. Nous allons aborder maintenant les mouvements. Donc pour mémoire encore, débrouillez-vous pour avoir un dispositif pour ne pas avoir de mouvement, c'est vraiment la base, parce que les mouvements de caméra doivent avoir leur justification à tout moment. Si vous faites un mouvement de caméra, ça veut dire regardez ceci. La caméra qui bouge maintenant, là, bonjour caméra, elle est en train de raconter, regardez dans ce studio, il y a plusieurs éléments. Puis ça ne bouge pas beaucoup dans ce studio, alors on va vous rajouter un petit élément qui bouge pour retenir votre attention. C'est souvent ce qui est utilisé dans les studios TV. Mais ça raconte quelque chose. Depuis là, regardez, puis maintenant il y a ça, puis il y a ça qui rentre dans le champ. Et ça, c'est de l'ordre d'un mouvement. Chaque mouvement a une fonction, à la fois une fonction descriptive. Un mouvement peut accompagner un personnage qui se déplace, par exemple, mais ces fonctions purement descriptives sont doublées de fonctions dramatiques. Ça veut dire que ça va rajouter quelque chose à l'histoire. Parce que le déplacement, il sera comme ça, super fluide, ou alors au contraire, il sera saccadé, puis super rapide. Ça dit 2 choses différentes. Ça parle de sérénité, pour le premier, ça parle de action trépidante, ou c'est en train de se passer, ça bouge beaucoup pour le deuxième. Donc, chaque mouvement a du sens, et il faut le prendre en compte, et il faut l'utiliser de cette manière-là. 3 mouvements fondamentaux avec un élément de captation de l'image en mouvement panoramique. En fait, c'est de nouveau l'être humain qui est au centre. Quand j'arrive dans un endroit, souvent je fais ça. Je fais moi-même un panoramique pour découvrir l'endroit. Et puis, si je le commence de ce côté-là, comme ça, ou de ce côté-là, comme ça, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est le choix à faire pour un mouvement de caméra, gauche-droite ou bas-gauche, pivotement sur l'axe, panoramique gauche-droite, droite-gauche, ou haut-bas ou bas-haut, de cette manière-là. Vous avez le travelling optique ou le zoom, alors ça vous oubliez avec un smartphone, ce serait un changement de focale avec les lentilles qui bougent, mais on n'a pas ça sur smartphone. Et vous avez le travelling, alors ça oui, il y a, et heureusement, c'est génial, tout ce qu'on peut faire avec un petit smartphone, vous le mettez sur un caddie de supermarché, puis vous roulez, vous le mettez sur une planche à roulettes, vous roulez, vous vous mettez dans le coffre d'une voiture, ça roule, et puis vous filmez à l'arrière. Il y a plein de possibilités pour faire des chouettes mouvements sans avoir à louer une grue de cinéma, des drones ou des hélicoptères pour faire la chose. Donc des travelling arrière, travelling avant, travelling latéral, ou alors des trajectoires où on va avoir toutes sortes de mouvements en plus qui vont être réalisés. Chaque mouvement doit être le plus stable possible. Alors ici, vous avez différentes manières de porter une petite caméra. Pour le smartphone, il y a un truc évidemment, c'est que si vous filmez comme ça, là vous êtes sûr d'avoir plein de mouvements parasites. Alors si vous êtes en train de dire dans cette manifestation ça courait de partout, ouais, faites-le comme ça, c'est nickel parce que lui aussi il va courir et puis il va accentuer cette partie-là de l'histoire. Si au contraire, vous voulez dire c'est paisible, tout ce qui se passe ici et toutes les personnes étaient à l'écoute les unes des autres, vous allez vous débrouiller pour que ça ne fasse pas comme ça, parce que ça sera contradictoire. Et donc plutôt que de le tenir à bout portant comme ça, vous allez vous débrouiller pour... Déjà, vous avez vu, j'ai mis mes 2 pieds un peu plus à l'écart, j'ai fait une position un peu sumo comme ça, et puis là, de cette manière-là, je vais pouvoir stabiliser à peu près parfaitement mon smartphone. Et si en plus, comme on l'a vu dans une vidéo, j'ai un stabilisateur intégré, je l'utilise bien évidemment. Si je fais un mouvement de panoramique, je pourrais le faire comme ça. Pivotement sur l'axe, et ça pourrait très bien aller, illustration ici, avec cette possibilité. J'aimerais vous proposer encore d'aller voir une autre vidéo sur le web, c'est juste génial. C'est un gaillard qui nous fait des transitions super intéressantes avec des mouvements. Ça a l'air de rien, par exemple, il arrive à un endroit et puis il fait, devant le smartphone, il fait juste tac. Il raconte quelque chose, puis au bout d'un moment, il fait tac. Puis ensuite, il va dans un autre endroit, il remet son smartphone à la même place et puis il fait tac.
et puis il continue à parler. Puis au montage, quand la première fois il fait tac, il coupe, et puis il prend, quand ça fait tac la deuxième fois, pour la suite. C'est super bien fait, c'est super intéressant à voir, et ça ne coûte rien, puisque c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et plutôt que d'utiliser des effets spéciaux, de se dire « Ah, si j'avais tel logiciel d'effets spéciaux, machin, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire ?» Ben, on peut tout faire, en fait, sur le terrain, avec un esprit créatif, et puis en regardant ce que d'excellentes réalisations nous proposent. Donc, à vous d'aller voir ça, c'est vraiment super. Et vous pourrez en voir encore quelques autres. Celle-ci, je vous la montre parce qu'elle est assez courte. Regardez-moi ça. Encore un autre exemple, vous pourrez voir ici. Donc vous avez vu qu'au niveau des mouvements, pas difficile, on prend un linge et puis on se débrouille pour avoir un mouvement fluide avec son smartphone. Ils ont filmé ça avec une vitesse d'obturation rapide pour pouvoir ensuite faire des ralentis au moment du montage. Et puis ces fameux ralentis où vous avez une partie de l'image en vitesse réelle, puis ensuite tout d'un coup le ralenti qui vient, avec l'application VN que je vous ai recommandée sur smartphone, vous pouvez le faire presque les yeux fermés. C'est vraiment super sympa, très intuitif et très intéressant. J'en arrive à quelques fiches pratiques qui rassemblent un peu la matière, qui vous rappellent quelques conseils de base avant de vous laisser avec le prochain exercice à réaliser. D'abord, pour bien préparer un tournage, il faut avoir bien dormi avant, il faudrait avoir les 2 yeux bien ouverts, les 2 oreilles bien ouvertes aussi, puis bien capter ce qui est en train de se passer. Quand on commençait à filmer avec les grosses caméras que je vous ai montrées au début du cours, on disait il faut mettre un œil dans l'œil tendre pour voir l'image qui s'enregistre dans la caméra, mais gardez l'œil ouvert, l'autre. Vous gardez l'œil ouvert pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer autour, puis qui va venir, et puis que je pourrais filmer également. Donc ça, c'est vraiment être attentive et attentif, sensible à ce qui est en train de se passer. 2 yeux ouverts, 2 oreilles ouvertes, le cœur ouvert aussi et l'intelligence ouverte pour vraiment prendre en compte le tout. Réfléchir à l'incidence de la valeur de l'échelle des plans. Hein. Est-ce qu'on est dans l'intimité du personnage? Gros plan. Est-ce qu'on est dans ce personnage fait son action dans cet environnement? Plan moyen, plan pied. Est-ce qu'on est dans l'importance de l'environnement pour l'histoire qui se raconte? Plan d'ensemble ou plan général. Des plans filmés, mais pas filmés des kilomètres, hein. Même si c'est gratuit au niveau des supports et autres, ça ne sert à rien de laisser tourner, hein, parce que vous rallongez le temps de visionnement et le temps nécessaire au montage. Essayez d'être cadré et de choisir à chaque fois qu'est-ce que j'enregistre et pourquoi, pour raconter quoi. Donc des plans de 5 secondes sur trépied, stabilisés, pour avoir des plans de 3 secondes au montage, par exemple. Ça peut être un peu plus long que ça. Par contre, filmer une action jusqu'à son terme. Parce qu'au montage, si une personne prend une bouteille d'eau, s'humecte les lèvres et la repose, peut-être qu'au montage, vous aurez envie de prendre le début du mouvement. Puis ensuite vous montrer depuis une autre part. Ou au contraire, vous voulez prendre la fin du mouvement. Et donc d'avoir filmé le tout, ça va vous donner plusieurs possibilités au montage. Ça, c'est super important. Des entrées et des sorties de champ. Débrouillez-vous pour qu'à un moment donné, il y ait un personnage que vous voyez, et puis on a terminé, et puis il sort du champ. Voilà. Ou au contraire, il arrive dans le champ, et puis il commence à raconter son histoire. Et ça, c'est vraiment important, ça vous donne plein de possibilités au moment du montage. Ayez des plans fixes et des plans séquences. Qu'est-ce qu'un plan séquence? Plutôt que de dire, ici je vais montrer le gros plan de la bouteille, ensuite le plan moyen, quelqu'un est en train de prendre la bouteille, et un plan d'ensemble, on est dans un studio TV où quelqu'un a pris la bouteille, ça ce serait 3 plans différents pour raconter l'histoire. Le plan séquence, ce serait, je viens avec mon smartphone ici, il y a une bouteille, quelqu'un prend la bouteille, j'éloigne mon smartphone, et du coup, en un seul mouvement d'éloignement, je vais montrer la personne et sa bouteille et le contexte, l'environnement avec le studio. Pensez mouvement dans l'image, qu'est-ce qui se passe, et puis pensez logique de narration visuelle avec 2 règles importantes qu'on verra encore par la suite. C'est pour mettre l'eau à la bouche. C'est quoi la règle des 30 degrés? C'est quoi la règle des 180 degrés? Rendez-vous à l'atelier numéro 4.
Vous avez encore 10 conseils pour filmer avec son smartphone. Celles-là, je vous les laisse considérer avec la source sur Internet si vous souhaitez y accéder. Et puis, on termine avec, côté mise en pratique, l'exercice qui conclut ce troisième atelier. J'aimerais vous demander de renvoyer 5 prises de vue d'une personne dans une activité selon la règle des 5 plans ou des 5 shots. J'aimerais vous demander de me renvoyer une action filmée en 3 plans différents et la même action filmée avec un plan séquence. Exemple avec la bouteille qu'on a vu, autre exemple, et on conclut là-dessus, avec une magnifique réalisation filmée sur smartphone, ça date un peu, mais enfin c'est toujours très beau de voir cette réalisation. Je vous en montre un petit extrait, le voici. When I go to my local markets, ideas naturally come to me. C'est tout simple, hein? C'est tout simple, mais c'est drôlement bien pensé. Avec ce premier plan où on a un travelling avant, cette entrée de champ avec le personnage qui vient se montrer. Le deuxième plan où on a, c'est bizarre, hein, ce deuxième plan, on est quelque part, c'est tout flou, et on sent bien qu'on est dans le marché, mais il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est l'entrée de champ du personnage, qui sera, elle, bien mise au point. Elle a les yeux baissés, et donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir qu'est-ce qu'elle est en train de regarder. Troisième plan qui nous montre la saisie du produit. Les 3 plans, pour nous montrer une action, ce serait ça. Maintenant, la même action montrée en plan séquence pourrait être, avec mon smartphone, je suis là, je suis en train de faire le petit travelling dans la rue, et la personne arrive, je me cale sur la personne, je la suis jusqu'à ce qu'elle baisse le regard quelque part en s'étant arrêtée, et c'est là que j'accompagne son corps et son bras qui va venir prendre le produit. En un seul plan, je peux montrer l'ensemble des différents éléments. Si vous réalisez ces exercices-là, dans la progression qui vous est proposée à travers ces ateliers, vous acquérez chaque fois des éléments en plus et vous les perfectionnez en vue d'excellentes réalisations audiovisuelles. Alors, au grand plaisir de voir ce que vous allez réaliser et puis à tout bientôt pour l'atelier numéro 4.